Deuxième jour de shutdown aux USA, c'est fabuleux. Je vous aurais parlé du mot shutdown il y a 3 semaines, personne n'y aurait prêté la moindre attention. Sauf par contre quand les politiciens commencent à tout bloquer. Et là, ça devient le mot le plus répété, le mot le plus utilisé dans les médias financiers. Mais alors, Wall Street, rien à foutre. Hier, ça montait encore. Bon, pas beaucoup, mais ça montait quand même. Aujourd'hui, ça va probablement monter. Demain, probablement pareil. Ah non, demain c'est samedi, ça montera pas. Mais chaque semaine, c'est 0,1% de PIB qui s'évapore dans l'atmosphère. Normalement, ça devrait inquiéter, mais non, le Nasdaq bat des records, le S&P bat des records, l'Europe explose, le CAC franchit les 8000 points, le DAX est au plus haut de tous les temps. C'est un peu comme le gars qui saute d'un avion sans parachute et qui se dit en voyant le sol approcher à toute vitesse, oh bah jusque-là, tout va bien. Voilà un peu l'esprit du marché pour l'instant. Washington est paralysé, les fonctionnaires sont au chômage technique, les stades sont bloqués et pendant ce temps, Wall Street fait la fête. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet, nous sommes le 3 octobre 2025 et c'est le deuxième jour du shutdown. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Alors on le sait, historiquement, un shutdown, c'est du pipeau. 8 jours en moyenne, 34 au maximum, c'était en 2018-2019, et même là, le S&P avait fini plus 10% sur 12 mois, on le sait, on en a parlé hier. Pourquoi? Tout ça parce que la Fed avait simplement retourné sa veste, et aujourd'hui, encore, tout le monde ne regarde qu'une chose, Powell. Donc, ça se compare. Les futurs de 95% de chance de baisse de taux ce mois-ci, 90% en décembre, Powell est donc déjà devenu le Père Noël bien en avance. Chaque mauvaise nouvelle est interprétée comme un cadeau de plus pour justifier une baisse des taux, résultat, euphorie totale, et plus personne ne regarde la route et tout le monde fait confiance à l'autopilote. Mais attention parce que les signaux d'alerte commencent à clignoter un peu partout. On vient d'apprendre que la corrélation sectorielle du S&P est en chute libre. Techno, finance, énergie, santé, consommation, c'est chacun pour soi. Normalement, je dis bien normalement, quand l'indice est en train de battre des records, tout avance ensemble, de concert. Sauf que là, c'est du désordre complet, chacun danse sur sa propre musique. Et à chaque fois qu'on a vu ça, depuis 20 ans, derrière, en général, c'est badaboum. Mais c'est pas tout, parce qu'il y a aussi le Buffett Indicator qui hurle à la mort au plus haut de tous les temps, le Case-Shiller à 38 avec une moyenne historique à 17, des zones qu'on a atteint en 29, en 2000 et en 2021. Je vous rappelle comment ça a fini. Maintenant, on peut aussi gratter dans l'économie réelle, le concret. Les ventes de camions, par exemple, elles sont en chute libre. Et quand les routiers qui sont sympas achètent moins de camions, c'est l'économie réelle qui ralentit. Et puis il y a aussi les dettes des entreprises américaines. Une montagne colossale. Et une montagne souvent à des taux variables. Et si les taux ne baissent pas très vite, les défauts vont commencer à exploser. Vous comprenez pourquoi Trump il pousse derrière. Et cerise sur le gâteau, les indicateurs de sentiment. La VIX, le Greed and Fear, euphorie totale, trop de complaisance, trop de confiance et surtout pas assez de peur. Et ça non plus, ça ne se termine jamais bien. Alors est-ce que ça veut dire qu'il faut tout vendre et se tirer pour aller se planquer au fond de la cave? Non. D'abord, je suis déjà au fond de la cave, mais ça veut aussi dire qu'on est en roue libre tout simplement. Là, on navigue à vue, on est propulsé par l'IA et les promesses de baisse de taux de Jérôme Powell. Tant qu'il n'y a pas d'obstacle devant nous, un mauvais chiffre, une crise géopolitique, une dette qui part en vrille, une faillite quelconque un peu trop grosse, un gouvernement qui se fait renverser. Ah non, pas un gouvernement, parce qu'en fait, les gouvernements, pour l'instant, ça sert plus à rien. À la limite, quand ils sont à la casse, ça va encore mieux dans le pays. Regardez le CAC 40 qui avait plus été aussi haut depuis qu'il n'y a plus de ministre. Regardez le Japon, c'est pareil. Mais les excès de valorisation, ça, on connaît bien, on maîtrise plutôt pas mal le sujet. Le refus de regarder l'économie réelle, c'est pareil, on connaît aussi. La nouveauté aujourd'hui, c'est que depuis quelques jours, les experts sont tous en train de se lever, pas pour Danette, tous en train de se lever pour dire attention, le crash est à nos portes. Et le dernier signal, c'est la perte de corrélation entre les secteurs qui vient de tomber hier. Sauf que, malheureusement, les crashs annoncés, c'est pas très courant. Et paradoxalement, c'est peut-être le signal le plus rassurant du moment. Donc les gros médias publient « La fin du monde est proche !» et ils ont commencé à le faire, il n'y a pas de fin du monde. Le marché, il est super vicieux. Il vous regarde avoir peur, il continue de monter pour vous faire croire que vous avez vendu trop tôt, et puis quand finalement vous craquez, que vous vendez la PS5 de Junior pour acheter des actions parce que vous avez lu sur X que le S&P va à 50 000, là, oui, peut-être que la claque viendra par derrière. Mais soyons très clairs, en ce moment, ce qui m'étonne le plus, c'est le nombre de bears qui sortent d'hibernation. Et en général, c'est pas comme ça que ça baisse. L'euphorie, ça se mesure pas. C'est un espèce de sentiment. C'est bien sûr pas une science, comme la finance d'ailleurs. Et alors, mesurer le niveau où la bulle va exploser, c'est encore plus compliqué. Une chose est sûre, c'est que quand tout le monde est dans la rue en disant « Au secours, on va cracher !» c'est pas là que ça arrive. En ce moment, je vois un peu trop de monde qui est pendu au signal d'alarme. Donc,
étonnamment, c'est plutôt rassurant. Hier soir, Tesla a bluffé tout le monde, j'ai envie de dire comme c'était prévu. 497 000 livraisons au troisième trimestre, au-dessus des attentes. Le résultat, le titre a plongé de 5%. Logique, chez Tesla, battre les prévisions, ça veut jamais dire battre le marché. Le marché, lui, il avait pricé depuis longtemps. Faut pas oublier que le titre a pris 42% sur un mois, quand même. Tout ça pour quelques milliers de voitures vendues en plus. Et des voitures électriques. Ça semble un peu tiré par les cheveux. Surtout avec la fin des crédits d'impôt qui approche. Et pendant ce temps, les actionnaires, eux, doivent voter le méga package de 1000 milliards pour Elon Musk. Autant dire que ça commence un peu à grincer des dents au niveau des actionnaires. Personne n'a vraiment envie que Tesla devienne la tirelire personnelle d'Elon Musk. Mais au fond, ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'aujourd'hui, Tesla vend encore des voitures, mais c'est surtout pour financer des achats massifs de GPU chez Nvidia, parce que ce que le marché achète aujourd'hui, c'est pas un constructeur automobile, c'est une promesse. Tesla comme une boîte d'intelligence artificielle montée sur roue. Et puis autrement, Berkshire Hathaway, elle a confirmé la chose, ils sortent 9,7 milliards cash pour acheter la chimie d'Occidental Petroleum. Le Wall Street Journal l'avait annoncé, bien évidemment, c'est fait comme l'avait prévu le Wall Street Journal. Ils sont quand même vachement forts. Faisons maintenant un petit détour par la Suisse. Abracadabra, UBS, la plus grande banque du pays, est engluée dans la faillite de First Brand. Alors First Brand, c'est un fabricant américain de pièces automobiles qui vient de se mettre en Chapter 11, en faillite, 10 milliards de dettes. Et UBS, qui avait investi un peu trop via son fonds Working Capital Finance opportunistique géré par O'Connor, se retrouve dans... Comment on dit? Dans la merde. Près de 30% du portefeuille est exposé du jamais vu. Oui, bon, en fait, oui, c'est pas vrai. C'est du déjà vu. Mais autant avoir l'air surpris, ça donnera l'impression qu'on a appris quelque chose du passé. Bref, le résultat, elle a perte estimée entre 10 et 20% de la valeur du fonds, pour le moment. Autrement dit, plusieurs centaines de millions. Et comme si ça ne suffisait pas, la communication d'UBS a jugé très floue à ce sujet. Les clients institutionnels du fonds sont en train de râler, il paraît, et le site Inside Paradeplatz parle carrément d'un mini Greensill. Alors, pour ceux qui ne se souviennent pas, Greensill, c'était une fintech britannique spécialisée dans le financement de chaînes d'approvisionnement. Elle avançait du cash aux fournisseurs en attendant que les grandes entreprises payent leurs factures. Sur le papier, génial. En pratique, Greensill a gonflé ses expositions, reconditionné ses créances en produits financiers hyper risqués et mal contrôlés. Résultat, en 2021, la boîte fait faillite, laissant des milliards de pertes à ses clients, dont Credit Suisse, qui s'était gavé de fonds Greensill et qui a fini par s'effondrer et finir à l'intérieur de l'UBS, en partie à cause de ce scandale. En résumé, Greensill, c'était une machine à cash très créative, présentée comme de la finance moderne, qui a fini en énorme fiasco à la Madoff, sauce supply chain, un peu comme First Brands. Donc Inside Paradeplatz rappelle que tout ça met en lumière les failles du crédit privé et du financement opaque des chaînes d'approvisionnement. Plusieurs fonds UBS sont exposés à hauteur de 500 millions de dollars. Pour ce qu'on sait, créanciers non garantis, autrement dit, ils passeront après tout le monde. Pour faire simple, l'argent, pouf, il est déjà parti en fumée. Bon, ils vont s'en remettre l'UBS, mais ça tombe quand même pile au moment où le Conseil fédéral est en train de leur remettre la pression sur les ratios de capitaux. D'ailleurs, je pense qu'au Conseil fédéral ce matin, honnêtement, ils doivent bien se marrer. Et puis on peut pas terminer cette vidéo sans parler d'OpenAI. Voilà, c'est officiel, la valorisation théorique de la boîte est de 500 milliards. Toujours pas coté en bourse, mais 500 milliards. Revenu attendu, 13 milliards en 2025. Alors, c'est super, mais quand on compare au reste des boîtes qui sont dans le classement des plus de 500 milliards, c'est 13 milliards de revenus, c'est léger. C'est très léger. Autrement dit, c'est un peu comme se payer une Ferrari, puis quand vous ouvrez le capot, dans le moteur, vous avez un bicylindre hybride qui sort d'une voiture coréenne. Les investisseurs parient sur ChatGPT OpenAI comme si c'était un nouvel Apple qui aurait été croisé avec Nvidia, sauf que d'ici 2029, OpenAI pourrait cramer jusqu'à 115 milliards de cash. Alors pour tenir la route, la boîte multiplie les projets. E-commerce intégré à ChatGPT, appli vidéo Sora, partenariat avec Nvidia, Oracle et Microsoft. Bref, que de belles promesses gonflées à bloc. Mais à cette hauteur de valorisation, la moindre déception pourrait faire très mal. Washington est donc paralysé, mais la bourse s'en fiche. Les investisseurs ont les yeux rivés sur la Fed qui va baisser les taux et les promesses de l'intelligence artificielle. Les signaux d'alerte se multiplient, mais le crash annoncé, ça sera pas pour ce soir. Côté chiffres économiques, on aurait dû s'exciter aujourd'hui avec les chiffres des non-farm payrolls, mais que nenni, parce que les fonctionnaires sont en vacances du côté américain. On va devoir se contenter des PMIs composites et des PMIs des services en attendant que les politiques
politiques se mettent d'accord et qu'ils soient un tout petit peu moins cons aux États-Unis, ce qui risque de prendre quand même pas mal de temps. Pour l'instant, les futurs sont évidemment en hausse, comme tous les jours, parce que Powell, il va baisser les taux et que de toute façon, le chômage, il va monter parce que si le shutdown n'est pas réglé d'ici la fin du mois d'octobre, les 750 000 fonctionnaires au chômage technique viendront faire gonfler les statistiques. Donc, c'est que des bonnes nouvelles pour les taux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager et de la commenter. Nous, on se revoit demain pour un nouveau Swiss Bliss et d'ici là, passez une excellente journée, sans crash, sans peur, sans reproche et sans fonctionnaire. Bye bye!